Évidemment, vous posez la question de manière tout à fait normale, mais c'est un problème très complexe. Le problème d'embouteillage, c'est un problème très complexe qui a des origines dans certains domaines que nous connaissons bien, mais on ne fait jamais attention, comme d'habitude, d'approfondir le problème. Pour commencer, la population, c'est-à-dire ceux qui habitent la ville de Kinshasa. Lorsque vous prenez le nombre de Quinois à l'heure actuelle et le nombre de Quinois il y a 20 ans, il y a 30 ans, je crois que vous pouvez voir facilement que la courbe est très verticale parce que le nombre de Quinois des 20 dernières années, on ne peut pas dire qu'elle a doublé, on ne peut pas dire qu'elle a triplé, on ne peut pas dire qu'elle a quadruplé parce que personne n'a fait une étude là-dessus. Et pourquoi est-ce que cette population est devenue aussi nombreuse? Eh bien, les causes sont multiples. Nous les connaissons toutes, mais euh, les responsables du pays qui doivent normalement, parce qu'on dit toujours gouverner, c'est prévoir. Lorsqu'on parle du dossier de l'Est du pays, eh bien, on parle de beaucoup de morts. Et les morts, il y en a qui avancent plusieurs chiffres, il y en a qui parlent de 6 millions, d'autres qui parlent de 10 millions. À un moment donné, on parlait même de 15 millions. Les 15 millions de morts à l'Est du pays, ça veut dire que c'est un phénomène tout à fait spectaculaire. Lorsque les voyous, les bandits arrivent dans un village et qu'ils déciment la moitié de la population, ceux qui restent vivants, vous pensez qu'ils auront le courage de continuer à habiter un coin qui devient incertain? Et vous savez très bien que les tueries à l'est du pays sont accompagnées d'atrocités. On tue les gens à la machette, on tue les gens au couteau, on tue les gens, disons, de manière très sauvage, de telle manière que ceux qui arrivent à échapper à ce destin, eh ben, ils s'en vont, ils ne peuvent plus rester dans le coin parce qu'ils savent qu'on peut les surprendre du jour au lendemain. Et lorsque ces gens, évidemment, quittent leur village, quittent leur région, où est-ce qu'ils vont? Il y en a beaucoup, bien sûr, à l'est du pays qui vont soit à Goma, soit à Goma, ou bien à Bukavu, ou bien dans certains, etc. Mais je peux vous assurer que beaucoup se dirigent vers la ville de Kinshasa. Vous avez le même phénomène, par exemple, disons, au Kasaï, que je connais un peu mieux. Eh bien, je peux vous assurer que les 10 ou les 20 dernières années, le nombre de personnes de Mbujimaï ou de Kananga qui ont quitté leur village, ainsi de suite, pour se diriger à Kinshasa, eh bien, ils sont en surnombre, ils sont très nombreux. Et lorsque tous ces gens arrivent, et bien sûr, ils doivent habiter quelque part, ainsi de suite. Vous avez vu également un autre phénomène, c'est que les 20 dernières années, il y a, disons, des constructions dans la ville qui sont, je ne dis pas anarchiques, mais en tout cas, le nombre de maisons que nous voyons sortir, si vous voulez, du sol quinois, eh bien, c'est pratiquement tous les jours. Je vous garantis que si vous allez dans un quartier, vous l'observez, et puis si vous revenez dans le même quartier, tout simplement, pas plusieurs années après, mais quelques mois après, eh bien, il y a beaucoup de chances que vous puissiez trouver le phénomène complètement changé, c'est-à-dire des constructions qui montent de tous côtés. Alors, est-ce que, comme on dit, gouverner, c'est prévoir, etc., est-ce que nos autorités de l'hôtel de ville, lorsqu'ils vivent ce phénomène-là,
comment est-ce qu'ils s'arrangent pour résoudre le problème d'habitation, pour résoudre le problème de déplacement, pour résoudre le problème d'électrification, pour résoudre le problème même de consommation d'eau, etc. Vous voyez qu'il y a des sociétés très respectables comme la SNEL, Société nationale d'électricité, ou la Régie des eaux. Eh bien, c'est deux sociétés qui sont à la base, si vous voulez, mais elles sont complètement dépassées à l'heure actuelle. Regardez un peu le quartier que nous habitons à l'heure actuelle. Eh bien, il y a une vingtaine d'années, c'était quelques maisons à gauche, à droite, etc., avec une cabine bien déterminée. Mais regardez aujourd'hui, 20 ans après, eh bien, ce n'est même pas des maisons normales, mais des immeubles de plusieurs étages. Il y en a qui vont jusqu'à 10 étages, 15 étages, etc. Et beaucoup, 6 ou 7 étages. Et vous pensez que tous ces immeubles sont vides? Non, ils sont occupés. Et alors, les occupants de toutes ces maisons, de tous ces immeubles, ils ont besoin d'eau, ils ont besoin d'électricité, etc., etc. La ville de Kinshasa était reliée il y a quelques années au port de Matadi ou bien avec la province, disons, du Congo central, par un chemin de fer qui était très fiable. Et l'ONATRA était fier de gérer ce chemin de fer parce qu'il faisait de très bonnes affaires et il était très utile à la ville. Eh bien, depuis un temps, ce chemin de fer a été complètement négligé. Il y a même des rails qui ont été démontés. Il y a des personnes qui ont même construit, parce qu'on voit aujourd'hui, on est en train de détruire certaines maisons parce qu'ils ont construit sur des chemins de fer. Pour un chemin de fer, et puis les rails et les trains, ils servaient à quoi? Ils servaient justement à évacuer des grandes quantités de marchandises qui venaient de l'extérieur. Et vous vous rappelez que du temps de Mobutu, eh ben, toute la production du Katanga, c'est-à-dire le cobalt, le cuivre et tout cela, eh ben, passait par Kinshasa et évacué par train, disons, vers Matadi, etc. Et à cette époque, évidemment, le chemin de fer, mais depuis un temps, quelqu'un a pensé qu'il fallait remplacer ce chemin de fer par des remorques. Alors, ces remorques, lorsque vous les voyez sur la route, je vous assure que ça donne tout simplement, disons, froid dans le dos. Parce que vous avez de ces véhicules qui ont une longueur de plus de 30 mètres et qui portent des conteneurs, disons, de poids tout à fait incalculables, etc. Et alors aujourd'hui, sur la route de la nationale qui relie Kinshasa à la ville de Matadi et Boma, etc., enfin le port notre port national, eh ben, ce sont donc tous ces phénomènes, si vous voulez, s'entassent, c'est-à-dire les personnes qui viennent de provinces qui fuient soit la disette ou l'insécurité et qui viennent habiter dans la ville de Kinshasa. Et puis vous avez tous ces phénomènes. Et je peux vous assurer que lorsque on regarde les choses de près, eh ben, c'est comme si ce sont des phénomènes qu'on n'avait pas prévus. Et lorsqu'on est surpris par tous ces phénomènes, c'est comme ça qu'on arrive à des résultats que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire embouteillage à gauche à droite, et puis, disons, un nombre excessif. Une des communes les plus importantes de la ville, c'est Mongafula. Eh bien, allez un peu à Mongafula, visitez un peu cette commune, etc. Vous verrez de quelle manière cette commune est habitée. Il y a même des vallées, où les gens habitent dans des conditions tout à fait. Et on ne sait pas comment ils s'en sortent lorsqu'il y a des grosses pluies, etc. Donc, comme ceux qui, disons, nos autorités provinciales qui gèrent la ville de Kinshasa et qui devaient suivre tous ces phénomènes de manière systématique,
et de manière intelligente, eh ben, ne l'ont pas fait, de telle manière qu'aujourd'hui, on se retrouve dans une situation qui est tout simplement, disons, inacceptable. Parce que tous les problèmes se posent à la fois. Vous avez le problème de la propriété de la ville qui n'est pas suivie, vous avez le problème d'embouteillage qui n'est pas suivi, vous avez le problème de chômage, si vous voulez, qui n'est pas résolu, vous avez le problème des routes qui sont inaccessibles, qui ne peuvent pas être utilisées. Et alors, on se retrouve devant une situation qui pose réellement problème et on peut se demander combien de temps tout cela peut prendre avant qu'on arrive à établir une vie normale dans la capitale de la République. Parce qu'on peut dire tout ce qu'on veut, Kinshasa, c'est la capitale de la République démocratique du Congo. Et toutes les grandes actions du pays, etc., se passent dans la ville de Kinshasa. Que ce soit nos visiteurs de marque, que ce soit les touristes, etc., eh bien, la plupart... Alors, imaginez-vous un peu la réaction ou les réactions des personnes qui viennent à Kinshasa pour la première fois et qui vivent la réalité que nous vivons actuellement ici. Je peux vous assurer que il y a beaucoup de déceptions du côté de nos visiteurs. Parce que nous-mêmes, nous sommes déjà très déçus, alors que dire pour les personnes qui viennent peut-être, disons, des villes un peu mieux organisées que nous et qui vivent cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Eh bien, encore une fois, c'est un problème qu'il faut analyser parce que le Kuluna, il y a toujours eu des Kuluna dans la ville de Kinshasa, mais aujourd'hui, le phénomène semble dépasser même, si vous voulez, disons, le contrôle de ceux qui sont là pour justement mettre de l'ordre dans la ville. Les Kuluna, d'abord, sont des jeunes, pour la plupart, qui brusquement s'organisent et accomplissent les actes que nous vivons à l'heure actuelle. Mais la question qui se pose est de savoir d'où viennent ces Kuluna, comment est-ce qu'on se transforme en Kuluna, etc. Alors, lorsqu'on fait tout simplement un examen très rapide de ce qu'on appelle ce Kuluna, la plupart, ce sont des chômeurs. Je ne dis pas des chômeurs professionnels, mais enfin, ce sont des personnes qui n'ont pas d'occupation. Il y a parmi eux même des jeunes qui ont étudié, mais qui n'ont pas pu aller très loin. Et lorsque ces jeunes gens, disons, restent dans leur quartier en train de tourner en rond, une personne de 20 ans, 25 ans, 30 ans, qui se réveille le matin et qui ne sait pas ce qu'il doit faire, etc., eh bien, il se met à tourner en rond. Et alors, le tout premier groupe qu'il rencontre, avec quelques amis, etc., eh bien, il verse très rapidement, si vous voulez. Donc, il y a d'abord le chômage, parce que ces jeunes gens n'ont pas quoi faire. Et puis ensuite, comme il n'y a pas beaucoup de choses à faire, eh ben, je peux vous assurer que dans la ville de Kinshasa, d'une manière systématique, si à cette heure ici, vous prenez votre véhicule et que vous faites le tour de nos communes, vous verrez que dans chaque commune, il y a toujours des endroits, il y a des petits marchés, des petits, parce que les mamans, la plupart des familles vivent maintenant du petit commerce. Alors là où il y a des petits commerces qui s'organisent, eh ben, vous trouverez énormément de jeunes qui sont là vers les heures de midi, de 13h, 14h, qui n'ont rien à faire, qui tournent en rond. Il y en a qui sont assis à jouer aux cartes ou d'autres se disputent, ainsi de suite. Alors, lorsque vous constatez ça à travers toute la ville, eh bien, faites un peu la sommation pour voir ce que ça peut produire. Et ça nous inquiète davantage parce que c'est quand même une jeunesse qui est tout à fait gaspillée. Tout à fait gaspillée.
Parce qu'on a besoin de jeunes dans tous les domaines de la vie nationale pour faire avancer le programme du gouvernement, du président de la République, etc., vers des accomplissements. Mais lorsque ces jeunes sont inutiles et qu'ils versent, si vous voulez, dans le banditisme, dans le... lorsque ces jeunes, pour la plupart, ils vivent évidemment pour se maintenir, ils vivent avec le tabac, avec des drogues, avec ceci, cela, de telle manière que chaque jour, il a besoin de ce produit pour se sentir à l'aise. Et par contre, si vous voulez, il plonge de plus en plus dans le mal. Alors, étant donné que l'avenir d'un pays, tout le monde vous dira que c'est la jeunesse de ce pays, et lorsque vous avez une jeunesse qui est désemparée, une jeunesse qui verse, si vous voulez, dans le crime, eh bien, vous pouvez vous imaginer que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, eh bien, ce sont ces jeunes qui seront peut-être à la tête du pays et vous pouvez imaginer dans quel état nous allons nous retrouver. Donc, pour ceux qui sont encore jeunes aujourd'hui et qui vont peut-être devenir des responsables de famille, etc., eh bien, il y a de quoi, si vous voulez, se poser beaucoup de problèmes parce que c'est un souci majeur lorsqu'on a une jeunesse. Et d'après toutes les indications, et puis dans une ville comme Kinshasa, eh bien, on peut dire que 60 à 70%, même, voire même 80% des jeunes sont désœuvrés. Et ce sont ces jeunes désœuvrés, évidemment, qui tournent vers les crimes. Et en plus de cela, vous avez également des personnes qui combattent notre pays, des personnes qui peuvent très bien, avec tous les moyens financiers qui sont à leur disposition, aider également cette jeunesse à, à aller davantage, si vous voulez, vers le mal, parce qu'ils ont besoin que la société congolaise puisse être désorganisée, puisse être de telle manière qu'ils peuvent profiter, disons, du pays comme ils le font. Mais mon cher ami, vous savez, disons que le progrès d'un pays, le progrès d'un gouvernement, le progrès... regardez les pays qui ont réussi, que ce soit les États-Unis, le Canada ou la Grande-Bretagne, etc. Eh bien, le progrès est basé sur l'homme, ici je dirais de l'homme congolais, parce que c'est l'homme congolais qui est au centre de l'action. C'est l'homme congolais qui peut gérer, qui peut prévoir, qui peut poser des actes, etc. Mais lorsque cette personne est un peu abandonnée à lui-même et qu'il tourne, si vous voulez, dans un monde... parce qu'on dit toujours que, bon, vous arrivez quelque part, et ben, il faut danser comme les gens que vous trouvez sur place lorsqu'ils sont sur la piste dans une ambiance, eh bien, si vous faites le contraire, tout le monde va se dire, mais celui-là, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il vient faire ici, etc. Et vous êtes, donc ça veut dire que, comme je l'ai toujours dit, il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Parce que prenez le cas des pays qui ont réussi, vous verrez qu'il y a des leaders qui se sont imposés et qui ont imprimé, si vous voulez, leur sagesse et leur intelligence à ceux qui les entouraient, et tous ont avancé dans la même direction. C'est-à-dire arriver à créer une société de confiance, une société dans laquelle tout le monde regarde devant avec les mêmes objectifs, avec la même vision. Et ce n'est que lorsqu'on arrive à cette réussite qu'on peut dire qu'on peut aller de l'avant. Les personnes dont vous parlez, bien sûr,
de quelle manière ils ont été sélectionnés pour gérer une ville aussi complexe que la ville de Kinshasa. Je ne crois pas qu'il y ait une province dans notre pays qui est aussi complexe que la ville dans laquelle nous vivons actuellement. Alors, pour placer quelqu'un à la tête, vous devez examiner s'il a les capacités, s'il a l'expérience et s'il est réellement outillé pour, disons, mettre de l'ordre. Parce que nos problèmes, ce n'est pas un problème unique, c'est une complexité de problèmes et ils sont très nombreux. Regardez, par exemple, vous parlez des embouteillages de Koluna, vous parlez de problèmes de travaux même ces travaux, il faut le faire, mais il faut le faire de manière systématique et bien organisée. Mais ici, on fait des travaux qui compliquent encore davantage, etc. Et même le problème des choses d'embouteillage, ce n'est pas de problème insoluble. Parce que embouteillage, ça provient de quoi? D'abord, est-ce que les pistes, lorsqu'il y a des pistes, on sait qu'à cet endroit, il y a un gros embouteillage. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être deux voies qui se croisent. Est-ce qu'il y a des voies secondaires? Est-ce qu'il y a des feux rouges, par exemple, pour orienter, disons, les passants? Est-ce que la police est capable de faire, d'imposer la discipline à l'endroit où il y a des choses? Donc, il y a plusieurs facteurs qui font que si on met vraiment la main sur les solutions à choses à trouver, eh bien, qu'on puisse les imposer pour qu'on puisse trouver des solutions. Parce que Kinshasa n'est pas la seule ville au monde où il y a des millions de personnes. Vous avez d'autres villes peut-être qui ont plus de population beaucoup plus dense, mais c'est un problème d'organisation, un problème de savoir qui fait quoi et qu'est-ce qu'on peut faire. À un moment donné, il y avait quelques feux, comment est-ce que vous appelez ça, de signalisation un peu partout. Mais lorsque vous installez un feu de signalisation, mais il faut l'entretenir, il faut qu'il y ait le courant, il faut ceci, cela. Ce n'est pas le feu lui-même qui va résoudre le problème, c'est ceux qui opèrent autour de ce feu qui peuvent arriver à des résultats. Et aujourd'hui, je peux vous assurer que la plupart des feux qui ont été installés, ils sont tout simplement inutilisés parce qu'ils ne fonctionnent plus. Et c'est toujours la même chose, on trouve une solution au lieu de continuer, si vous voulez, dans le même sens. Et même la police, est-ce que la police, elle est vraiment bien outillée pour faire son travail, et ainsi de suite. Et ça, c'est encore une autre paire de manches. Voilà encore vraiment un facteur très important, disons, dans les problèmes qui se posent à nous. C'est que justement, le Kinshasa est devenu pratiquement le centre de consommation de tous les alcools qu'on produit, soit en province, soit sur place. Les odeurs dont vous parlez, ce sont des étrangers, ce sont des usines que tout le monde connaît bien parce qu'on peut les identifier. Ce sont nos amis indiens qui ont des capitaux importants qui, au lieu d'investir dans l'agriculture ou d'investir dans l'économie, etc., ils vont investir dans les alcools. Et vous comprenez que les quantités consommées dans la ville de Kinshasa aujourd'hui dépassent évidemment les limites. Parce que non seulement il y a ces odeurs que l'on produit localement, mais il y a des alcools aussi qui viennent de province. Vous avez l'Équateur qui envoie ici les Aguenais, le Kassai qui envoie ici des Chichampa, etc. Donc c'est devenu pratiquement un commerce très qui rapporte beaucoup d'argent à ceux qui le. Vous verrez même des mamans qui vendent ces choses-là et vous lui demandez pour quelle raison, il va vous dire, mais papa,
Donc, si cette maman pense qu'en vendant toutes ces boissons, etc., c'est pour faire... Eh bien, qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Donc, vous voyez que ce sont des problèmes qui deviennent très préoccupants parce qu'on a laissé faire dans ce domaine pendant trop longtemps et aujourd'hui, ça dépasse presque les limites. Et d'après les informations qu'on a, tous ces Indiens qui ont installé les usines ici, ils avaient commencé par prendre des initiatives au Congo-Brazzaville. Là-bas, on leur a dit pas question, etc. Eh bien, ils sont arrivés dans un pays où les portes sont ouvertes, les frontières ouvertes, etc. Et ces gens, aujourd'hui, évidemment, ils font des bénéfices importants sur le développement même de notre jeunesse et de notre population. Et au vu et aussi de nos autorités. C'est ça qui est très grave. Exactement. Donc, vous avez touché vraiment le point crucial, parce que vous parlez beaucoup plus de la jeunesse. Bien sûr que la jeunesse est bien concernée par ce problème, mais il y a des adultes aussi qui s'adonnent à cela, parce qu'à un moment donné, c'est comme la drogue, c'est comme... une fois que vous avez commencé à toucher à ces choses, eh ben, ça devient indispensable, si vous voulez. Vous parlez de nos des embouteillages, etc. Mais si vous regardez bien sur la route, qu'est-ce que nous avons? Nous avons les motocyclistes, nous avons les taximens, nous avons les taxibus. Mais lorsque vous examinez, disons, les personnes qui sont au volant de tous ces... Eh bien, vous verrez que la plupart sont des personnes qui ne contrôlent pas beaucoup leurs réflexes. De telle manière qu'on arrive évidemment à cette... Mais quand est-ce qu'on peut... et les personnes qui produisent ces boissons-là, demander à ceux qui les produisent de consommer même ils vont vous dire, écoutez, c'est pour les Congolais. Donc c'est pour vous faire comprendre, qu'il y a une idée derrière la tête qui fait que... alors vous comprenez que sans notre chemin de fer, avec toutes ces remorques, alors c'est chaque société qui, à Matadi ou à Boma, ils ont leur centre ou plutôt leur bâtiment. Et lorsque les bateaux arrivent avec leurs produits, etc., c'est eux-mêmes qui gèrent les services de quoi ça, de douane, etc., et qui transportent leurs histoires dans leurs camions, qui arrivent ici avec le... Et il y a même des personnes humaines qui sont confondues avec les marchandises et qui arrivent ensemble dans les mêmes conteneurs, etc. C'est pour vous dire que même du côté, disons, des entrées de ces personnes dans notre pays, eh ben, il n'y a rien qui est contrôlé. Et un jour, c'est tout un système, de telle manière qu'un jour, vous allez vous réveiller en vous trouvant minorisé par rapport à certaines personnes de certains pays. Je ne veux pas les citer nommément, mais donc c'est des problèmes très sérieux qui se posent pour l'avenir du pays. Et c'est dans un plan, ça semble être un plan bien monté et un plan bien. Donc si vous voyez les Kagame et tout ce monde-là en train c'est parce qu'ils savent qu'ils peuvent compter sur beaucoup de facteurs pour arriver à leurs objectifs. Eh bien, c'est un sentiment très personnel, très profond. Pourquoi? Parce que nos fondateurs ont eu cette idée. L'UDP, c'est l'Union pour la démocratie et le progrès social, qui est un parti qui est sur le marché depuis plus de 40 ans. Parce que le parti a été fondé en 1982. Lorsque vous faites les calculs, c'est un peu plus de 40 ans. Eh bien, je peux vous assurer qu'il a été fondé à un moment extrêmement difficile parce qu'il fallait avoir un courage exceptionnel pour pouvoir affronter
le régime de l'époque qui était dirigé par M. Mobutu. Et alors, ces personnes ont sacrifié, si vous voulez, l'intégrité de leur propre vie, de leur famille, etc., pour pouvoir mettre sur la place publique ce parti. Alors, comme je vous dis, il y a beaucoup de fondateurs qui sont passés par des relégations, par des prisons, par d'atrocités, ainsi de suite. Beaucoup ont été envoyés dans leur village, ainsi de suite, pendant des années, ainsi de suite. Et lorsque aujourd'hui, ils prennent l'initiative de faire cette messe qui était, en fin de compte, pour mémorer, si vous voulez, certains de leurs collègues, et puis beaucoup de combattants de ce parti qui ont laissé leur vie dans cette lutte. Et je peux vous assurer que ça m'a fait impression parce que je sais moi personnellement par conviction que ce soit pour un pays, que ce soit pour un parti politique, eh ben, ce pays ou ce parti mesure, si vous voulez, la profondeur, disons, de ses actions par le nombre de vies de personnes qui y ont sacrifié, qui ont accepté de sacrifier leur vie parce que ça démontre justement que cette personne avait intériorisé, disons, la vision et le combat de son parti. Et dans le cas d'espèce avec l'UDPS, je ne sais pas combien de fois, avec le président Etienne Tshisekedi, avec tous les fondateurs, etc., on était systématiquement dans la rue, on était systématiquement dans les réactions pour pouvoir imposer la démocratie dans notre pays et laquelle démocratie devait aboutir au bien-être social de la population. Alors, on a réussi en ce qui concerne l'Union parce que vous savez très bien que l'UDPS est implanté non seulement dans la capitale, mais dans toutes les provinces du pays. Et c'est le seul parti au monde, le seul parti politique dont vous trouvez les structures même à l'extérieur. Vous allez en Afrique du Sud, en Belgique, en France, en Angleterre, aux États-Unis, au Canada, vous trouverez les structures de l'UDPS telles que vous les voyez ici à Bissau. Alors, je ne sais pas si dans l'histoire humaine que vous connaissez un seul parti politique qui a... Donc, pour ce qui est de l'Union, on peut dire que vraiment, on a pu réunir quand même, disons, le plus de monde possible. Et cette union a été voulue spécialement pour arriver à démocratiser le pays. Parce que ce qu'il fallait faire, c'est faire partie de la dictature. Et comment vous pouvez faire la partie de la dictature si vous n'arrivez pas à imposer la démocratie? Alors la démocratie se lie beaucoup plus par le nombre des élections qu'on arrive à organiser au pays. Eh bien, la première élection qu'on a faite, c'était celle de 2006, suivie de celle de 2011, et puis ensuite 2017-2018, et dernièrement 2023. Donc ça veut dire que en ce qui concerne la démocratie, eh bien, on est petit à petit en train d'aller vers la démocratisation réelle du pays. Et avec la démocratisation du pays, il faut bien comprendre les choses, eh bien, on peut arriver à établir dans le pays ce qu'on appelle l'état de droit. C'est comme dans tous les pays que vous connaissez à l'extérieur, etc. Dans un état de droit, c'est un état où chaque individu peut tirer profit de son pays en utilisant ses capacités personnelles. Si vous êtes un bon joueur de football, etc., eh ben, il y a des organisations qui peuvent vous permettre même d'arriver au sommet et de devenir millionnaire. Vous savez, en Europe, il y a combien de grands joueurs qui sont devenus des grands millionnaires, etc. C'est parce que
le pays leur permet, disons, d'arriver jusqu'à ce point-là. Vous êtes un ingénieur ou un médecin ou un juriste, etc. Vous avez des grandes compétences, eh bien, vous pouvez évoluer pour... Mais de l'autre côté aussi, il y a des personnes qui n'ont pas la possibilité, par exemple, tout ce qu'il y a comme des handicapés, les chômeurs, eh bien, ce sont des personnes qui peuvent également, dans un état de droit, se retrouver parce qu'ils peuvent trouver des structures mises en place pour s'occuper des personnes au chômage ou des personnes handicapées, etc. Et c'est ça que nous disons, l'union pour la démocratie et le progrès social. Le progrès social comprend cette étape ultime où, et alors, c'est pour cela qu'on est en train de... Alors, tout cela démontre évidemment que pour arriver à ce résultat, eh bien, pendant les 40 dernières années, il y a eu des Congolais qui ont intériorisé, si vous voulez, cette vision et ces objectifs de telle manière à permettre au parti d'arriver là où il est. Parce qu'arriver à prendre son fils et le placer à la tête du pays comme président de la République, pour un parti qui n'a fait que lutter pendant des années, eh bien, il faut dire qu'il fallait beaucoup de courage, beaucoup d'organisation et beaucoup de choses ainsi de suite. Donc, de telle manière que aujourd'hui encore, le fondateur, quand il... Et je peux vous dire que pendant cette période de lutte, eh ben, les leaders de l'époque, ils insistaient beaucoup sur la peur. Donc, ils demandaient systématiquement à leurs combattants de se débarrasser de la peur, parce que c'est la peur qui est à la base, si vous... Et tous ceux qui arrivaient à surmonter cette peur, etc., eh bien, ce sont eux qui sont parvenus à... Je ne peux pas dire que la vision on est arrivé à la fin, qu'on a atteint, il y a encore du chemin à faire, parce qu'il y a encore beaucoup de choses qu'on peut améliorer, mais du moins, si les Congolais comprennent que ce parti, il faut, disons, l'encourager pour arriver jusqu'à la vision finale, qui est de créer un pays plus beau qu'avant, parce que dans notre hymne national, c'est tout ce que nous demandons, faisons ceci, faisons cela, nous sommes unis par ainsi de suite, et à la fin, on vous dit que nous allons faire un pays plus beau qu'avant, c'est-à-dire un pays où nous pouvons nous retrouver, où nos enfants et nos petits-enfants peuvent continuer à survivre et profiter évidemment du bien-être social et puis surtout de toutes les richesses dont la nature a doté évidemment ce pays. Merci Président. On va terminer avec une question. Le Président de la maternité de l'île de PCC. C'est toujours à la même... Eh ben, le problème, comme on l'a dit tout à l'heure, de la ville de Kinshasa, eh ben, ce sont des problèmes très complexes, des problèmes qui se lient entre eux. Il y a le problème d'hommes, d'abord parmi les gouvernants. Ils doivent d'abord se mettre d'accord sur un plan d'action. Et pour faire un plan d'action, il faut étudier la situation de la région, savoir quels sont les problèmes qui se posent et de quelle manière est-ce qu'on peut les résoudre. Et une fois qu'on a fait un plan d'action, il faut chercher des moyens. Et ces moyens, je suis sûr et certain que même jusqu'au niveau du président de la République, il est très conscient qu'il y a des problèmes sérieux dans la ville et qu'il faut des moyens pour le faire. Mais ces moyens, même si on les trouve, on les met sur la table, encore faut-il qu'on puisse les utiliser d'une manière systématique et d'une manière rationnelle. Il n'y a pas de problème impossible à résoudre parce que l'homme a été fait à l'image de Dieu, c'est-à-dire qu'il a l'intelligence, qu'il a la volonté de s'organiser pour résoudre n'importe quel problème.
C'est question tout simplement de créer ce que nous appelons un leadership de changement. Et dans le leadership de changement, vous avez le leader qui est au centre et vous avez des objectifs et la vision qui sont bien définis. Il doit se choisir des collaborateurs qui pensent et qui voient les choses de la même manière, de telle façon que tout le monde puisse cheminer, si vous voulez, vers ce changement. Donc ce n'est pas nécessairement les Russes qui vont venir ou les Chinois qui vont venir ou les Américains, c'est les Congolais eux-mêmes parce que nous avons des capacités de le faire. Il faut que notre police puisse être à la dimension, disons, de la ville et même du pays. Ils doivent avoir des instructions bien claires. Regardez la plupart de nos commissariats de police. Je peux vous assurer c'est comme un dénominateur commun. C'est-à-dire, vous entrez dans ces centres, eh ben, d'abord, c'est une vieille bâtisse qui sert de bureau, et puis tous les jardins qui peuvent servir à autre chose. C'est plein de véhicules qui sont même, je ne dis pas des épaves, mais qui sont devenus des miettes. Donc, vous avez de la mitraille qui ne peut plus servir à rien du tout, mais qui est là depuis des années. Et vous trouverez les responsables, les commissaires avec des canons, avec ceci, cela, etc., mais qui vivent dans cette atmosphère de manière systématique. On se demande, mais qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Et je peux vous assurer que c'est un dénominateur commun, dans le sens que vous passez dans n'importe quel commissariat de police, vous trouverez le même phénomène. Ils savent très bien que les propriétaires de tous ces mitrailles, etc., il y en a même qui n'existent plus, mais leurs mitrailles sont toujours là, pourries et poussières, etc., mais personne ne touche. Et ça occupe toute la cour, etc. Mais de quelle manière est-ce que ces gens peuvent travailler de manière... Alors c'est comme ça qu'ils passent, la plupart de ces policiers passent leur vie sur la route, et alors c'est des motocyclistes qui sont ballottés à gauche à droite, c'est des chauffeurs de ceci, cela, etc. Donc il y a ce qu'on appelle l'organisation. Il n'y a pas de mauvaises troupes, il n'y a que de mauvais chefs. Qu'est-ce que le gouverneur de la ville, avec son gouvernement provincial, avec ça, qu'est-ce qu'ils font pour, disons, arriver, si vous voulez, à regarder les maisons qu'on détruit aujourd'hui parce qu'elles sont construites. Mais beaucoup de ces maisons avaient reçu l'autorisation des services de cadastre, etc. Mais alors, aujourd'hui, c'est le même service de l'État qui viennent pour détruire, ainsi de suite. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas une unité de commandement dans les choses. Les chemins de fer qui devaient être, eh bien, on a construit dessus. Pourquoi? Parce que quelque chose n'a pas marché, etc. Donc, c'est la faute de qui? Donc, c'est la faute de ceux qui doivent normalement encadrer toutes ces populations. Je vous donne l'exemple d'un pays comme la Chine, par exemple, qui a connu aussi à un moment donné, mais à un moment donné, il y a eu un Mao Tse-tung qui est arrivé, qui a fait la révolution. Mais aujourd'hui, Mao Tse-tung est mort il y a combien d'années? Et la Chine est devenue une grande puissance du monde entier. Donc, c'est pour vous dire qu'à partir d'un programme d'action, à partir d'une équipe, à partir... Mais il faudrait simplement qu'on ait unité de commandement et surtout qu'on évolue vers ce qu'on appelle la société de confiance. C'est-à-dire une société où si votre voisin a gagné, vous aussi vous avez gagné. Si votre voisin pense qu'il faut aller, eh bien, il faut aller dans la même direction, à gauche ou à droite, mais aller vers des solutions, ainsi de suite. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a pas de pays qui sont vous pouvez prendre un Américain, vous prenez un Congolais, vous verrez que entre le Congolais et l'Américain, ce sont des êtres humains. Vous pouvez même avoir un Congolais plus intelligent, plus ceci, cela. Donc ce n'est pas l'individu qui fait, mais c'est plutôt, disons,
l'environnement dans lequel on évolue, on a évolué, les conditions d'évolution, etc. Donc, il ne faut pas qu'on ait des complexes en croyant que toutes nos solutions doivent venir de tel ou tel. C'est nous-mêmes d'abord qui devons nous mettre ensemble pour résoudre nos problèmes. Et nous pouvons le faire.